Les décisions qui sont prises, ils ne sont pas prises pour le bien-être de l'ensemble de la société et des citoyens. Ils sont prises pour les intérêts de quelques-uns. Et ça, on ne peut pas le nier. Et quand on arrive à faire un projet de loi pour pérenniser ce genre de politique, on affirme haut et fort au sein de ce Parlement pour dire aux gens, dire à la population que ce gouvernement, que cette classe politique qui gouverne, ne gouverne pas pour tout le monde, mais gouverne pour les intérêts de quelques-uns, au détriment de 99% de la population. La loi qui est devant nous aujourd'hui, déjà c'est une loi qui n'apporte rien de nouveau au niveau démocratique, mais on peut dire qu'elle apporte même une régression au niveau démocratique. Elle reprend la procédure de pouvoirs spéciaux et l'officialise et la perpétue. Depuis le début de la crise, toute l'initiative a été donnée au gouvernement et avec cette loi, ça sera aussi le cas pour toutes les crises similaires à l'avenir. C'est le gouvernement qui décide de lancer l'urgence épidémique. Le Parlement n'a qu'un droit de confirmation a posteriori. Il s'agit comme une simple chambre d'enregistrement ou d'entérinement de la décision du gouvernement. Ce gouvernement considère les parlementaires comme des presse-boutons et on sait très bien qu'il est plus difficile de discuter quand on est mis devant le fait accompli que d'avoir le vrai débat en amont. Et c'est ça qui a été reproché à cette loi en premier lieu, c'est le fait que cette loi prive le Parlement d'avoir le débat en amont et ne lui donne la possibilité que de réagir par la suite. Et une fois la situation lancée, c'est encore le gouvernement et dans certains cas la ministre elle-même, voire les gouverneurs et bourgmestres qui sont entièrement à la manœuvre. Ils décident des mesures qu'ils dictent par arrêté. Si le Parlement veut les contester, il doit passer par une procédure législative. Une nouvelle fois, il est mis devant le fait accompli. Et on lui donne juste le droit d'être informé via la présidente du Parlement. Et en plus d'exclure le Parlement, cette loi n'inclut pas non plus la société civile, les citoyens eux-mêmes, à aucun moment de la procédure, alors qu'ils sont les premiers concernés par les mesures qui seraient mises en place. La loi donne le droit au gouvernement de modifier les conditions de travail sans aucune consultation des syndicats. La loi donne également la possibilité de réquisitionner les travailleurs sur simple demande du gouvernement ou de la ministre. Là encore, on ne demande pas leur avis. On sait combien cette possibilité qui a vu une tentative du gouvernement précédent avait fait l'objet d'une levée de bouclier par les syndicats. Et on n'a pas demandé leur avis cette fois, ni au stade de l'élaboration de cette disposition qui n'était pas dans l'avant-projet. Au moment où on a demandé l'avis des syndicats, c'était sur l'avant-projet, cette disposition n'y était pas. Et ni dans la disposition elle-même qui ne prévoit aucune concertation sociale. Cette loi n'envisage les droits et libertés que sous un angle de restriction. Il s'agit d'empêcher des rassemblements, de restreindre la vie privée, de restreindre les déplacements. Le gouvernement envisage les droits et les libertés comme un obstacle à la gestion d'une pandémie. Alors que, si la crise a bien montré quelque chose, chers collègues, c'est que c'est dans ce genre de période qu'il faut justement encadrer l'action du gouvernement et non lui donner toutes les clés. Plutôt que de décider seul, dans les bureaux du gouvernement, il faut impliquer un maximum de personnes. Le Parlement, mais pas seulement, la société civile, les citoyens eux-mêmes, les syndicats qui représentent les travailleurs, doivent être impliqués dans les prises de décision. Ce sont les gens qui vont subir et appliquer les mesures, et ce sont eux qui sont en première ligne, et ils doivent pouvoir décider. L'expérience montre que c'est dans les groupes les plus larges et les plus diversifiés que l'on peut prendre les meilleures décisions. Plutôt que de réquisitionner les travailleurs par la force, d'aller chercher les infirmières en combi de police, il faut impliquer les syndicats, leur demander leur avis et se concerter.
Il y a du talent et de l'expertise dans nos syndicats et la volonté de respecter les mesures et de sortir de l'épidémie, souvent contre l'avis des grandes entreprises comme on a pu le voir à Jupil. Plutôt que de voir les droits et libertés comme un obstacle dont il faut se débarrasser en temps de crise, il faut une approche positive de ces droits. La question doit être posée dans l'autre sens. Comment permettre l'exercice de ces droits en garantissant la sécurité des gens en période de pandémie? C'est dans ce sens-là qu'on doit réfléchir et pas l'inverse. Un deuxième volet, c'est la question de l'efficacité et la méthode de lutte contre la pandémie que veut perpétuer cette loi a démontré son inefficacité en plus d'un an de crise. On pourrait se dire que tant qu'à faire une loi pandémie, on tirait un bilan de la gestion de la crise pour en tenir compte. Mais le gouvernement estime qu'il a tellement bien géré qu'il n'attend même pas le bilan de cette crise. Les commissions Covid-19, le rapport est encore en discussion, alors que nous, déjà, on s'avance pour décider d'une loi qui va perpétuer cette manière de faire. La procédure est quasiment la même, et je l'ai dit précédemment, mais les mesures et la stratégie aussi. Il n'y a pas de délégation qui est faite au gouvernement au-delà de ce qui peut être donné en délégation dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir exécutif. C'est ce qu'on a fait aux pouvoirs spéciaux. Là, on a délégué au gouvernement des pouvoirs pour gérer une pandémie sur un laps de temps. Et ici, cette loi va pérenniser une politique de pouvoirs spéciaux dans un texte législatif. Et on demande au Parlement de se positionner sur le fait, est-ce qu'en cas de pandémie, le Parlement va donner les pouvoirs spéciaux de manière automatique au gouvernement, ou bien, comme on l'a fait au début ici, d'avoir un débat dans le Parlement s'il y a une délégation de pouvoirs spéciaux ou pas, ou si on doit passer par des propositions de loi pour prendre des mesures. Dans ce projet de loi, on décide qu'en cas de crise sanitaire, le Parlement décide automatiquement de conférer les pouvoirs spéciaux à l'exécutif. C'est ce que fait cette loi. On ne tombera pas d'accord. Bien sûr que non, Madame Gilson, parce que moi, je n'ai pas changé d'avis par rapport au début. Donc, je reste toujours opposé à cette loi parce que cette loi légitime des pouvoirs spéciaux de manière automatique en cas de crise pandémique. On reste toujours dans la même procédure de pouvoirs spéciaux et avec des mesures et une stratégie similaires. Alors que s'il y a déjà un bilan à tirer de cette crise, c'est que la gestion, avouons-le, n'était pas extraordinaire, hein, elle était même très limite. Et pour ne pas dire des mots comme catastrophiques. On a vu la saga des masques qui ont été détruits par le gouvernement d'ailleurs. Les soins de santé qui ont été sous-financés. Et d'ailleurs, la dernière législature, il y avait même un sous-financement de 900 millions de coupes dans les soins de santé. Et on s'est retrouvé dans une situation où nos soins de santé manquaient de moyens pour faire face à cette crise. Pendant que les experts tiraient les sonnettes d'alarme, le gouvernement ici n'arrêtait pas de minimiser la situation de la crise. On a même entendu au chef du gouvernement que les alarmistes, c'était des drama queens. On parlait même de petites grippettes. Et il aurait fallu des mois pour qu'il y ait une réaction à l'épidémie. On nous vend ici avec ce projet l'action du gouvernement comme plus efficace ou plus rapide que celle du Parlement, que celle de la société civile ou des citoyens. Et en fait, l'expérience montre qu'elle n'est ni efficace ni rapide et c'est le gouvernement qui a pris les mauvaises décisions pendant la crise et qui est responsable de la situation actuelle. Même les citoyens, ils étaient bien plus rapides parce que les citoyens, quand ils ont vu qu'il y avait une situation sociale difficile qui se développait de plus en plus pendant cette crise, eux, ils n'ont pas attendu la réaction du gouvernement, ils ont pris leurs responsabilités en main et ils ont mis en place un système de solidarité et d'entraide pour venir en aide aux plus faibles. Cette loi a aussi un côté injuste, dans le sens où la loi prévoit de combattre la pandémie par la police face à un virus et on envoie les forces de l'ordre pour punir les citoyens. Des amendes, des peines et ainsi de suite. On sait que pendant la crise, les mesures qui sont encore celles prévues par la loi
ont été à géométrie variable selon notre classe sociale. On a toujours fermé le robinet de la vie sociale, limitation des contacts, de la vie de famille, du droit de manifester, pendant que les grandes entreprises tournaient à plein régime. Et ce, alors que 40% des clusters naissaient dans les grandes entreprises. Et on a imposé du confinement, du couvre-feu, des restrictions des libertés aux citoyens qu'ils ont respectées en grande majorité. Et en même temps, on apprenait dans les études qu'il y avait 6 grandes entreprises sur 10 qui ont été contrôlées ne respectaient pas les mesures. Et il n'y a pas eu de sanctions. C'était très facile de mettre 250 € à un groupe de jeunes qui mangent un sandwich sur un banc, mais par contre, une grande entreprise qui ne respecte pas les mesures, ça, le gouvernement n'a pas jugé utile de la sanctionner. Et là, c'est une injustice au niveau social. Et malgré le fait qu'on prend dans cette loi, je dirais, une infantilisation des citoyens et des travailleurs, alors que c'est les travailleurs qui ont pris en main la situation pour faire respecter les mesures dans les entreprises et pas le gouvernement. À BINBEV, c'est les travailleurs qui ont fait 1 semaine de grève et le gouvernement restait spectateur. Et c'est cette grève qui a fait respecter les mesures dans l'entreprise. Et donc, pourquoi ne pas impliquer les travailleurs, les citoyens, dans la prise de décision, alors que sur le terrain, ils ont montré qu'ils étaient plus efficaces. On sait que pour lutter contre le virus, il faut de la solidarité, une vraie adhésion, et cette loi ne prévoit pas de mesures de soutien. On est dans la répression, on punit les individus et on restreint les libertés sans une vision globale de lutte contre le coronavirus. Et, chers collègues, la lutte contre la pandémie nécessite naturellement des mesures drastiques. Les pouvoirs publics ont le devoir de protéger la santé des citoyens. Dans le contexte d'une crise d'une telle ampleur, assurer un juste équilibre entre la santé, le bien-être, le travail et la démocratie n'est pas une tâche évidente, mais nécessaire. Et pour garantir l'équilibre, la première chose à faire est d'impliquer la population dans la prise de décision et pas l'infantiliser comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Les crises, qu'elles soient économiques, sanitaires ou autres, sont assez révélatrices des limites du système dans lequel on vit. Car ces crises mettent en lumière aussi la crise démocratique, le fossé qui existe entre la population et le monde politique. Et ce fossé se creuse de plus en plus à chaque nouvelle crise. Au niveau démocratique, la crise sert de restreindre encore plus l'expression démocratique en transférant de plus en plus de pouvoir à l'exécutif. Et au niveau social et économique, les décisions prises ne répondent pas aux besoins de terrain parce que ces décisions ne sont pas motivées par les besoins des citoyens et des gens. Ces décisions sont motivées par les besoins économiques et des grandes entreprises. Et ça, on l'a vu, je l'ai dit, notamment au niveau des sanctions et au niveau de faire respecter les règles, mais on l'a vu aussi quand il y a eu les comités d'experts et au sein du GES pour décider des mesures à prendre ou des mesures à enlever. On a vu la composition de ces comités. Il y avait des représentants de grandes entreprises, du patronat, mais il n'y avait pas de représentants de travailleurs, il n'y avait pas de représentants du personnel infirmier, pas de représentants de la jeunesse, pas de représentants de la culture. Donc les décisions qui sont prises, ils ne sont pas prises pour le bien-être de l'ensemble de la société et des citoyens, ils sont prises pour les intérêts de quelques-uns. Et ça, on ne peut pas le nier. Et quand on arrive à faire un projet de loi pour pérenniser ce genre de politique, on affirme haut et fort au sein de ce Parlement pour dire aux gens, dire à la population que ce gouvernement, que cette classe politique qui gouverne, ne gouverne pas pour tout le monde, mais gouverne pour les intérêts de quelques-uns au détriment de 99% de la population.